Bonjour, je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des mots et débats ensemble durant 26 minutes de pur bonheur littéraire. L'invitée que je reçois, c'est une écrivaine, romancière, essayiste, journaliste, réalisatrice, documentariste. Je vous présente Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oui, merci beaucoup. Alors vous êtes une spécialiste des romans comme ça, suspense, des thrillers psychologiques. Alors les précédents, c'était Le Testament des abeilles, il y avait eu aussi Le voile des apparences, paru aux éditions Albin Michel, et puis là le dernier bijou qui s'appelle Les racines du sang aux éditions Albin Michel. Et bien nous allons découvrir tout de suite dans cette première partie d'émission Au fil des pages. Merci beaucoup. Natacha Calestrémé, Les racines du sang. C'est un homme qui est retrouvé assassiné dans un parking souterrain. Il est allé voir sa maîtresse. Très peu de personnes dans son entourage savent qu'il y a une maîtresse dans sa vie. Donc une rose est enfoncée dans sa jugulaire, dans sa carotide, bien précisément. Il y a du sucre dans sa gorge et cette affaire est donnée à un policier très connu, Johan Clevel, qui faisait partie des anciens romans policiers. Alors, parlez-nous de ce Johan Clevel, le major Johan Clevel. C'est un homme qui effectivement est né au moment du Testament des abeilles, le premier opus, qui est revenu au niveau des voiles des apparences et qui est maintenant un personnage récurrent qu'on retrouve effectivement dans Les racines du sang. C'est une personnalité que j'aime bien. Alors il est basque par sa mère, et il est breton par son père, et c'est quelqu'un qui il a perdu son père alors qu'il avait 10 ans. Son père a été assassiné et il est rentré à la police pour essayer de découvrir qui l'a assassiné. Et au fil des épisodes, on apprend qui a effectivement assassiné son père. Et c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, parce que son drame de ne pas avoir justement connu son père au-delà de 10 ans fait qu'il s'investit dans les enquêtes, et chacune des enquêtes en fait, est pour lui un moyen de se pencher également sur sa propre enquête personnelle. C'est une double enquête en fait à chaque fois. Alors c'est vrai qu'il a un douloureux passé, on le comprend, puisque c'est le meurtre de son père. Sa maman est toujours vivante. La première victime, donc il est dépêché comme ça sur les lieux, s'appelle Roger Bural. C'est un patron d'une industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ce milieu comme ça de la pharmacopée? Ce milieu pharmaceutique est très fermé, très spécial. Alors, moi, je suis journaliste, vous l'avez dit au début, Oui. et c'est vrai que, en fait, au départ, j'étais plutôt ou essayiste ou documentariste, et à travers les articles que j'écrivais, je me suis rendu compte que finalement, je touchais toujours que ceux qui étaient déjà convaincus par les grandes causes qui me touchaient. Oui. Et j'ai voulu que le plus grand nombre soit intéressé justement à ces sujets-là, et c'est pour ça que je me suis tournée dans la fiction. Donc en fait, à chaque roman, j'y mets les ingrédients des choses que j'y retrouve, que j'ai trouvées dans mes recherches, et c'est pour ça qu'il y a effectivement ce domaine autour de laboratoires et de la pharmacie sur lequel je me suis penchée. Oui. Est-ce que c'était pour dénoncer certains faits d'actualité? On a l'impression de retrouver, par exemple, l'affaire Mediator, puisqu'on parle beaucoup de sucre dans les meurtres. N'en dites pas trop, Patricia. Oui, en effet. Alors oui, je dirais, c'est une fiction, ça reste une fiction. Oui. Maintenant, je ne vous cache pas que si les lecteurs peuvent se demander et si c'était vrai, c'est une question qui m'intéresse. Oui. Dites-moi, vous avez des entrées à la police judiciaire pour avoir comme ça cette facilité à remonter, à trouver les indices Oui, alors j'ai voulu, comme c'est effectivement très ancré dans le réel, même s'il y a toujours une petite partie, on va dire, surnaturelle avec des choses un peu mystérieuses, j'aime bien que tout soit très étayé. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la police judiciaire et la crime, où maintenant j'ai des contacts vraiment sûrs et de confiance. Voilà, la confiance est des deux côtés, et ils me parlent beaucoup, et moi quand je vais chez eux, je prends mon petit calepin, je me mets en petit mode petite souris, puis je prends des notes pour retracer justement au niveau des dialogues, au niveau des mots, au niveau des ambiances, quelque chose de très réaliste. Parce qu'il est vrai qu'on ressent bien cet univers judiciaire, puisque même le fait d'être dans la peau de Johan Clevel, le major, celui qui est dépêché sur
le lieu du crime. Même dans votre manière d'écrire, ça fait très mec. On sent comme si vous avez habité Johan Clevel, comme si c'était lui qui écrivait. Bah, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce qu'effectivement, j'ai essayé de me placer vraiment dans la peau d'un homme quand j'ai écrit ce roman. Et voilà, j'essaie d'être au plus juste. Et c'est aussi pour ça que quand Johan part en Afrique, je suis moi-même partie en Afrique parce que c'était extrêmement important d'avoir quelque chose de tangible, de vrai. Alors justement, c'est très bien, à chaque fois que vous m'amenez, c'est parfait. Journaliste, merci pour les transitions. C'est vrai que Johan Clevel va partir en Afrique, au Burkina Faso. Alors, pour aller rencontrer la fille de la victime, qui s'appelle Mélanie Bural, qui a coupé les liens avec son papa. Alors, pourquoi avoir choisi, première question, le Burkina Faso ? Alors, moi, j'ai beaucoup voyagé partout dans le monde, mais notamment en Afrique. Je suis allée vraiment partout, en Namibie, en Tanzanie, en Ouganda. Enfin, vraiment, j'adore. J'ai vraiment un coup de cœur pour l'Afrique. Je dirais même que si on croit à la réincarnation, je me sens quelque part des origines là-bas. Vraiment, je me suis toujours sentie extrêmement comme si je revenais à la maison quand je vais là-bas. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour l'Afrique. J'adore. Donc, et le dernier pays dans lequel je suis allée, c'est au Burkina Faso. Et quand j'ai fait ce voyage, qui m'a vraiment troublée par la façon dont les gens, notamment appréhendent la mort, etc., je me suis dit, je voulais absolument l'intégrer dans mon roman. Je me suis dit, cette expérience là-bas, elle ne peut pas servir à rien. Je veux l'amener dans le livre. Donc, c'est pour ça que je l'ai amené au Burkina Faso, mon héros. Et quand vous étiez au Burkina Faso, vous aviez vécu la chute de Blaise... Juste après. Juste après, de Je Blaise sais pas, Compaoré. oui, voilà, juste après. Et c'était amusant de voir que les Burkinabés, ceux qui étaient avec nous, ils nous ont dit ce sont les femmes qui ont commencé. Les femmes. D'ailleurs, vous le dites. Oui, je le dis. Voilà. Dans le roman. Elles ont commencé, elles ont plus de courage que nous. Elles ont commencé à gueuler très fort, etc. Et quand elles ont amené le mouvement, nous après, la violence, elle est allée encore plus loin. Eux, ils étaient prêts à tuer. Mais c'est les femmes qui ont commencé. Elles ont dit stop, c'est plus possible. Et j'aime bien ce côté. C'est quelque chose qui est, voilà, que je trouve ça... Cette simplicité, cette spontanéité dans les choses, où on dit les choses de façon très simple et très humble, j'aime beaucoup. Au Burkina Faso. Et pourtant, vous parlez d'Ebola, alors que Ebola n'a pas touché le Burkina Faso. Mais pourquoi avez-vous voulu rajouter justement cette épidémie qui a vraiment fait trembler alors, le continent. Ebola touche le Ghana. Oui. Et le Ghana a une frontière avec le Burkina Faso, oui, il me semble. Je sais qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir des maux de tête. Et je me souviens m'être dit, et si c'était Ebola? Vraiment, j'ai eu peur. Et comme on sait qu'Ebola se déclare entre 3 et 14 jours, mais vraiment, je vous assure, Patricia, j'ai regardé au bout de 14 jours si j'avais rien, j'ai eu peur. Voilà. Et comme, je dirais, ce qui se passe au niveau d'Ebola, et ce que je dénonce, notamment au niveau des vaccins, des choses qui ont été faites en Afrique, dans différents pays, de façon honteuse, eh bien, je ne pouvais pas changer de pays par rapport à l'histoire, donc je mets tout dans le même lieu, mais évidemment, il n'y a pas Ebola au Burkina Faso. Oui, puisque tout est parti de la Guinée, Sierra Leone, Tout Libéria, quelques cas au Mali, si je me souviens bien. Tout à fait. Mais voilà, on a l'impression qu'Ebola vraiment vous avait traumatisé. J'essaie de raconter effectivement à travers ce que j'ai découvert sur Ebola. C'est effroyable, c'est effroyable. Quand je dis qu'il y a des cas au Ghana, je suis peut-être en train de me tromper, peut-être. Je sais qu'il y a une frontière au Ghana, mais est-ce qu'il y a des cas au Ghana? Sierra Leone, je sais plus. Par là. Enfin voilà, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu un petit peu peur parce qu'on est passé pas très loin et voilà. Mais c'est vrai que lorsque, par exemple, Johan Clevel, Mélanie Bural, la fille de la première victime, l'amène dans cet hôpital, dans cette clinique fermée, et il voit en pleine nuit ses yeux qui le regardent ensanglantés, on sent il y a un traumatisme, il y a cette peur d'avoir la maladie. Et autre chose aussi, il y a une présence très forte du surnaturel. Vous êtes sensible à ça? Oui. C'est quelque chose... J'aime, alors vous l'avez compris, j'ai un côté très scientifique, très cartésien, mais je pars du principe qu'on ne peut pas tout expliquer dans la vie, qu'il y a des choses qui font partie de l'ordre du mystère, et c'est très bien comme ça. Peut-être qu'un jour on les expliquera,
peut-être on ne les expliquera pas, mais que l'invisible et des forces invisibles soient présentes et qu'on ne les explique pas, moi ça me convient. Je l'accepte. Mon grand-père était guérisseur. Donc, c'est quelque chose, j'ai appris à accepter des choses que je ne comprenais pas. Et ça me va. Et donc, c'est partie prenante. Il y a quelqu'un qui m'a dit, finalement, votre marque de fabrique, c'est un peu suspense, science et surnaturel. Je trouve que c'est assez juste. Oui. Alors, pourquoi nous parlons aussi de surnaturel? Parce qu'il y a des personnages dans votre roman, par exemple, Nathan, qui est le fils d'Alisha, et Alisha, c'est, on va dire, la compagne de Johan Clevel, qui est dur, hein, qui préfère rester célibataire, même s'il aime cette femme. Donc c'est un quadragénaire qui a du mal à passer le cap, en fin de compte, du mariage. Et Nathan a des visions, et on a l'impression que vraiment, pour un flic, il est, comment passer, je trouve qu'il est, il tolère, il a cette ouverture d'esprit vers le surnaturel. Alors, il évolue. Oui. Au départ, il est très cartésien. Dans le testament des abeilles, tout ça, il n'y croit pas. Oui. Et puis, il s'ouvre petit à petit parce qu'il est confronté à une réalité qui est amenée effectivement par Nathan et puis par Sam, un jeune homme qui est atteint d'autisme. Et comment dire, et le fait qu'ils ne comprennent pas tout, mais qu'il se passe vraiment des choses... alors, l'intrigue n'est pas résolue par le côté surnaturel, on rassure bien sûr. Voilà, les auditeurs, les téléspectateurs, mais... il est obligé de s'ouvrir, lui aussi, à sa partie sensible, finalement, grâce à Nathan. Et c'est vrai qu'il y a une partie sensible. Par exemple, on sent que Johan Clevel essaye plutôt d'être un homme un peu toujours libertin. Il se refuse enfin à se fixer. Enfin, c'est vraiment. Enfin, on a l'impression de voir vraiment l'homme flic, quoi. Enfin, c'est comme ça, le cliché de. Oui, c'est vrai qu'il a du mal. Il passe par des caps. Et il apprend au fur et à mesure sur lui-même et donc il avance. Dans ce livre, dans Les Racines du sang, il prend vraiment connaissance de ses freins, des choses qui reviennent avec récurrence. On a tous dans la vie comme ça des choses qui reviennent de façon... On dit toujours j'ai pas de chance, il y a comme une malédiction, ça revient. Bon, quand l'univers nous envoie des signes comme ça, c'est qu'on doit recevoir un message et qu'on l'a pas encore compris. Et Johan Clevel, il est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent et qui reviennent sans arrêt. Et donc, il s'oblige finalement à poser un regard bienveillant sur son enfant intérieur, sur lui-même, pour essayer de les résoudre. Et c'est ça que j'ai voulu aussi partager à travers à la fois une intrigue, à la fois des choses que je dénonce, mais aussi c'est toute une étape, un voyage intérieur à travers Johan qui peut finalement se reconnaître en nous-mêmes. Alors, Alisha, c'est une femme donc, qui accompagne. C'est une femme, comment peut-on dire? Est-ce que c'est une femme dévouée, soumise, une femme amoureuse en fin de compte? Oui. C'est une femme amoureuse et qui a bien conscience que Johan Clevel, c'est quelqu'un qui a un passé qui a un passé de coureur et qui va être difficile à canaliser. Elle a envie de se marier forcément et c'est un peu exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour essayer d'amadouer Johan. Donc voilà, bon, c'est des choses qu'ils sont en train de comprendre ensemble. Et cette fleur, cette rose, Sweet Love, a-t-elle vraiment ce parfum particulier? Oui, c'est une fleur qui existe vraiment, elle s'appelle Sweet Love. C'est une fleur aux 40 pétales, très grosse, d'un blanc nacré et qui a cette odeur très très forte. Elle a reçu plusieurs prix avec pour son odeur justement. Donc c'est une fleur qui existe encore là, on est dans du réel. Mais pourquoi vous avoir choisi cette fleur? Pourtant il y a d'autres fleurs qui dégagent des fragrances, des parfums, mais... Pourquoi cette rose? Alors, déjà la fleur, j'ai choisi parce que mes contacts à la police judiciaire m'ont dit si tu veux vraiment coller à la réalité pour avoir un serial killer, il faut qu'il y ait de l'ordre du symbole plus présent. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi une fleur. Et pour des raisons qu'on ne va pas dire, pour pas dévoiler, Sweet Love, dans le mot, il y a un indice. Oui, voilà, je vois lequel. Vous voyez lequel, voilà, que le meurtrier laisse, parce que quelque part dans le serial killer, il y a quelque chose au fond de lui-même qui veut être découvert. Il y a toujours cette dimension, les policiers m'ont expliqué, qu'il laisse quelque part des indices de l'ordre de symboles pour être attrapé quelque part.
Ah, volontairement. Je crois que c'était un oubli, une faute, une erreur de leur part. Non, en fait, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les attrape. Enfin, c'est totalement inconscient, Oui. mais ils font tout pour ne pas l'être. Mais ils laissent comme ça des indices pour qu'on puisse les reconnaître, qu'ils soient médiatisés, c'est un objectif, voilà, et qu'on puisse comme ça avoir des informations sur eux. Les serial killers, c'est un milieu, ce sont des personnes qui vous fascinent ou plutôt qui sont assez effrayantes Complètement par effrayantes. leur crime. Oui, mais je veux dire quand même par leur façon de gérer comme ça, de garder ce contrôle sur... Ouais. J'ai essayé... j'ai tué non, non. Ah, non. Je suis une meurtrière en puissance, n'est-ce pas? Non, j'essaie d'avoir les codes en fait du thriller et du roman policier, mais je suis du bon côté des choses. Oui. Patricia, n'ayez aucun doute là-dessus. D'accord, mais vous n'avez pas tombé, voilà, on n'a pas cette envie, oui, mais ça doit être fort d'essayer de comprendre ces personnes. Oui. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je m'inspire de ce que me disent mes conseillers techniques à la police judiciaire. Est-ce qu'en France, c'est un pays dans lequel il y a quand même des serial killers reconnus? C'est plutôt, on dit souvent aux États-Unis où justement il y a cette propension à Alors c'est vrai tout à fait. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plus de monde, donc il y a potentiellement plus de serial killers. Mais par exemple, on m'a parlé d'un cas d'un serial killer qu'on appelait en France serial killer au jus d'orange, qui n'a jamais été retrouvé, dont on n'a jamais parlé. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait boire du jus d'orange à ses victimes? Je ne peux pas trop dire, mais on retrouvait du jus d'orange en fait sur le nombril des victimes. Ah. Voilà. Et c'était sa marque de fabrique. Et on ne l'a jamais retrouvé? Non. D'accord. Je m'en suis légèrement inspirée. D'accord, ça c'est effrayant. Ouais, c'est incroyable. Et le monde pharmaceutique, c'est pour râler, pour dire il y en a marre de ces produits chimiques, il y en a marre de ces tests que vous faites sur les humains aussi? Oui, bien évidemment. Voilà, alors encore une fois, c'est une fiction. Oui. Mais je suis journaliste. Oui. 3 petits points. Très bien, merci beaucoup Natacha Calestrémé pour cette première partie de l'émission. Nous allons passer à carte sur table. Natacha Calestrémé, pour cette deuxième partie d'émission, pour cette première photo, c'est vous. Alors, vous présentez les chemins de la santé sur INRES.tv et vous réalisez aussi des enquêtes extraordinaires pour M6 et puis d'autres documentaires, 23 documentaires, je crois. Alors, je voudrais savoir, écrire, être journaliste, bien sûr, c'est différent. Réaliser, qu'est-ce qui vous motive le plus ? Alors, la réalisation est mon premier métier. Ça fait 17 ans que je fais ce métier-là, donc ça me passionne. C'est quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, voilà, c'est assez, maintenant que je pratique ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais qui est assez maintenant, on va pas dire routinier, mais ce qui est vraiment nouveau pour moi, c'est pas nouveau, mais l'écriture est quelque chose de plus excitant pour moi aujourd'hui. Parce que c'est plus difficile pour moi, c'est quelque chose qui est moins fluide. Oui. Et du coup, comme j'aime apprendre, j'aime me remettre en question, j'aime avancer. J'ai le sentiment de plus avancer aujourd'hui au niveau de l'écriture qu'au niveau de la réalisation. Donc c'est un challenge, voilà. Chaque nouveau livre, quand on me dit beaucoup, c'est le meilleur des 3, et c'est encore plus fluide, etc. Bon, je dis pas ça pour chercher les compliments ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est que je suis en progrès, je suis comment dire, j'essaie de me remettre en question mon écriture. Le suspense, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, et voilà. Et j'essaie que ça soit de plus en plus, comment dire, fluide pour moi. Si vous voulez, avant, dans le Testament des abeilles, pour que quelque chose écrit soit vraiment, que je sois vraiment contente, il fallait que je lise au moins 15 fois.
Sur le voile des apparences, c'était au moins 10 fois. Et là, aujourd'hui, sur les racines du sang, je pense que au minimum entre 5 et 7 fois. Ce que je veux dire, c'est que le premier jet est maintenant bien meilleur qu'avant. Oui. Voilà. Et cet apprentissage, ce développement de ma personnalité et de ce que ça fait en être en moi sur le plan intérieur est plus fort que dans la réalisation. Et sur les chemins de la santé, justement, cette présentation d'émission, donc vous abordez tout ce qui concerne la santé, c'est-à-dire... Voilà, alors par exemple, on a fait un sujet, comment développer son magnétisme et s'auto-guérir, un autre, comment purifier sa maison, un autre, comment perdre du poids, celui qui sort en juin, ce sera comment dépasser une épreuve. Alors c'est toujours des thématiques comme ça assez larges, et dans lesquelles je fais intervenir entre 3 et 7 thérapeutes, totalement différents. Donc il peut y avoir des médecins, mais il peut y avoir des guérisseurs, il peut y avoir des kinésiologues, des iridologues, donc des thérapies, des gens que j'ai testés et que je fais intervenir, des gens vraiment sérieux, pour donner vraiment une autre façon. Par exemple, sur l'émission sur la perte de poids, on ne propose pas un régime. C'est que des méthodes différentes. Ça n'a rien à voir avec des régimes. Donc j'essaie d'apporter une autre façon d'appréhender les choses. Voilà, il y a des choses on va se dire « Ah oui, bon, bah, c'était évident, tiens, l'hypnose, oui, bien évidemment, j'y aurais pensé, mais l'iridologie, pas forcément, la kinésiologie, pas forcément. » Donc j'essaie comme ça d'apporter des solutions pour aider les gens. Et là aussi, où ça participe, là où je suis très contente, c'est que j'apprends moi aussi, moi-même, à me guérir, à gérer les petits problèmes de la vie quotidienne en interviewant ces gens-là. Vraiment, je l'apprends. Vous qui êtes allé souvent en Afrique, est-ce que vous y croyez au pouvoir de ces guérisseurs traditionnels, de ces plantes? Ah oui. Vraiment. Les plantes, ça, à n'en pas douter, la pharmacopée existe. Même les animaux l'utilisent. Hein. Il y a des chimpanzés qui, quand ils ont un problème au niveau du ventre, ils mangent un certain type de feuilles avec un certain type de terre, exprès des types d'emplâtre, etc. Donc, nous, on l'a appris aussi il y a des milliers d'années, et que ce soit en Afrique, que ce soit dans la France, au Pérou, partout où je suis allée, à Bornéo, en Australie, les plantes ont des pouvoirs. Au Pérou, on appelle ça les plantes maîtresses. Il y a des plantes médicinales et des plantes maîtresses. Ils considèrent même que les plantes ont un esprit pour nous enseigner. Et moi, j'y crois beaucoup et je crois vraiment... En fait, chez le guérisseur, ce que je crois, c'est que le guérisseur n'est pas là pour faire un tour de passe-passe et vous guérir. Il vous redonne l'énergie pour que vous auto-guérissiez. C'est-à-dire, c'est vous qui refaites partir... Enfin, c'est lui qui refait partir l'énergie et qui fait que vous guérissez vous-même. Donc ça, les guérisseurs le disent presque tous. Voilà, mais c'est lui qui donne la petite impulsion qui fait que tout d'un coup, on va mieux. Mais si par contre on est dans un état d'esprit, on se dit c'est plus possible, je veux plus, etc. Vous pouvez avoir le meilleur guérisseur du monde, ça marchera pas. Il faut que ça vienne aussi de la personne. Oui. Très vraiment, bien. Vraiment. Et en Afrique, moi, j'en ai rencontré des extraordinaires. Au Mali, on a fait un film avec un guérisseur du Mali qui était employé même dans les hôpitaux. Donc, comme quoi, même les médecins ouverts peuvent faire appel aux guérisseurs. Et en Suisse, je connais une chef de service qui travaille en cancéro qui fait appel aux guérisseurs pour tous les effets secondaires. Donc, vous voyez, de l'Afrique, du Mali à la Suisse, eh bien, finalement, on arrive aux mêmes techniques à partir du moment où les gens sont ouverts et considèrent qu'un mélange de compétences, c'est le mieux. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Natacha Calestrémé. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Natacha, quel est donc ce livre coup de cœur qui a reçu le prix Goncourt en 1956? Alors, il s'agit des Racines du ciel. Vous aurez noté qu'effectivement, c'est très proche de mon livre, du titre de mon livre. Romain Gary a écrit Les Racines du ciel. Je pense que c'est un des premiers livres écologiques qui ait été écrit. C'est l'histoire d'un personnage, d'un héros qui va
tout faire pour sauver les éléphants en Afrique. Et ce livre m'a bouleversée et je l'ai lu bien avant d'aller en Afrique. Et il y a notamment une image, moi, qui m'a transportée. Il parlait de ces éléphants qui surgissent de nulle part, c'est-à-dire qu'on voit une espèce de brume et tout d'un coup ils sont là. Et ça, il le décrit tellement bien, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Et ce livre-là m'a donné envie d'aller en Afrique. Voilà, c'est un héros qui se bat presque à corps perdu, hein, d'une cause qui est très très difficile. Mais pour moi, ça a été une révélation. C'est mon livre culte, mon livre fétiche. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Et voyez, même avant le prologue, et je cite quelques lignes, c'est des lignes des Racines du ciel. De la liberté, c'est ça. Lorsqu'il il faut penser toujours à la liberté. Vous l'avez c'est au tout début. Oui. C'est... Ce jour-là, leur sang lui-même gueulera dans leurs veines pour réclamer le respect de la vie. Ce jour-là, ils comprendront. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai ouvert le livre comme ça, et j'ai dit à Romain Gary, je me suis adressée à lui, et je lui dis, j'ai envie de te citer dans ce livre parce que tu m'as tout le temps inspiré. J'ai posé mes doigts au hasard, je ne saurais même pas où c'est, vous dire à quel endroit parce que je ne l'ai pas retenu. Et j'ai lu ça, et ça correspond au thème. Oui. C'est incroyable, parce qu'il s'agit de sang. Oui. Donc c'est fou, parce que dans ce livre, il ne s'agit pas de sang, ni de problème de pharmacie, ni quoi que ce soit. Ouais. Donc je ne sais pas où j'ai trouvé, mais c'est à l'intérieur. Donc je me dis que quelque part, peut-être Romain Gary est un petit peu à côté, regarde ce livre avec bienveillance. Très bien. Merci beaucoup, Natacha Merci beaucoup, Calestrémé. Patricia. Merci de nous avoir présenté Les Racines du ciel, mais aussi votre dernier bijou, Les Racines du sang, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et quant à nous, on se retrouve, mes chers complices, la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt.